va. Donc, un cas clinique. Alors, l'interne de chirurgie vous appelle car il a dans ses lits une patiente de 62 ans, diabétique, qui a des hémocultures qui poussent à Staphylococcus aureus meticillin résistant. Elle est hospitalisée depuis 4 semaines pour une plaie chronique du pied. Elle est hypotendue, elle a reçu 2 litres de soluté salée isotonique permettant d'obtenir une pression artérielle à 165 avec une moyenne à 77. Et l'infectiologue propose de débuter par une antibiothérapie par vancomycine et gentamicine et de vous contacter pour les posologies concernant cette patiente qui a une créatinine sanguine à 120 micromoles par litre alors qu'elle pèse 46 kg. Alors, vous entrez directement dans le vif du sujet. Et là, que faites-vous? Première possibilité, eh bien, pour moi, ce n'est pas une antibiothérapie adaptée. Et je le remplace par, vous allez nous dire par quoi. J'adapte les antibiotiques à la fonction rénale, donc gentamicine 2,5 mg/kg, vancomycine bolus de 250 mg puis 500 mg par jour. Je considère que le rein est un organe secondaire, hein, on vit bien sans, et je mets de la gentamicine, n'hésitons pas, à 10 mg/kg avec un bolus de vanco à 1,5 g, c'est-à-dire 30 mg/kg à peu près, et 2 grammes par jour, 40 mg/kg de vancomycine. Ou bien, je téléphone à un ami qui me conseille les posologies suivantes. Donc, allez-y. Alexandre, je ne sais pas si tu vois les votes, mais Oui, les je clients vois. votent. Ça a l'air de marcher, donc c'est Bon, parfait. parfait. Bien, on va aborder les 50% de réponses, 60%. Allez, 5, 4, 3, les 2, 1, ceux qui ont voté. Hop, je mets fin au sondage. Très bien, donc vous allez d'abord faire un petit bolus de gentaille, un petit bolus de vancomycine pour une grande majorité d'entre vous. Alors, moi, je vais vous donner les réponses que je ferai. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je ferai. Et ce que je ferai, eh bien, alors, relancer, arrêter le partage de résultats. Si je, hop, partager les résultats. Ou alors, non, je clique. Alors, je n'avance plus. Ah, voilà. Donc, moi, ce que j'aurais fait, c'est que je ne considère bien entendu pas que le rein est un organe secondaire, mais il ne faut pas hésiter à mettre des doses habituelles, normorénales, surtout les 24-48 premières heures, parce que vous allez voir que si vous sous-dosez tout de suite, eh bien, vous n'atteindrez jamais les doses et concentrations d'antibiotiques adaptées. Alors, un point rapide sur la pharmacocinétique. Quand vous injectez un médicament, que ce soit une antibiothérapie ou bien une chimiothérapie, il y a une concentration sérique qui va varier dans le temps et cette concentration va aussi atteindre le site infecté, mais aussi les autres tissus. Et c'est pour ça qu'on va avoir un effet thérapeutique que vous recherchez en évitant le plus possible d'effets toxiques, puisque la concentration dans les autres tissus, alors qu'il n'est pas nécessaire, ne peut induire que malheureusement quelques effets toxiques. Et donc, comme vous le savez, il y a des antibiotiques qui sont pic dépendants, c'est-à-dire que c'est une concentration forte qui va avoir une action sur les bactéries, c'est le cas des aminosides. Vous avez des antibiotiques temps dépendants, comme les pénicillines, les bêta-lactamines, où là, il faut être au-dessus le plus longtemps possible de la concentration minimale inhibitrice. Donc, en réanimation, c'est bien entendu 24 heures.
Et puis, il y a des antibiotiques R sous la courbe dépendant, c'est-à-dire que c'est un peu un mix entre le pic, l'intensité et le temps. Et là, c'est typiquement des fluoroquinolones. Alors, il y a quelques études qui ont été faites, notamment chez les patients de réanimation, et on a bien montré que la concentration initiale d'un antibiotique dépendait avant tout de son volume de distribution. Et comme vous le savez, lors d'un sepsis, eh bien, il va y avoir une augmentation de ce volume de distribution du fait du remplissage vasculaire, et donc on va fortement diluer ce volume de distribution. Ce qui fait que si même lorsque vous mettez des posologies presque adaptées, parce que là, dans cette étude de l'équipe de Bichat, eh bien, ils utilisaient 25 mg kg de poids habituel d'amicacine, eh bien, vous apercevez que dans 33% des cas, eh bien, on atteignait à peine la cible thérapeutique. Donc, vous imaginez bien que si vous adaptez tout de suite une injection d'antibiotiques et vous réduisez, eh bien, dans plus des 3/4 des cas, vous n'atteindrez pas l'objectif que vous êtes fixé sur le plan pharmacocinétique. Et c'est catastrophique dans le cas d'une injection d'aminosidine. Donc, véritablement, ce qu'il faut retenir, et mon premier message de la soirée, c'est que la posologie initiale dans les premières 24 heures et probablement dans les 48 premières heures lors d'un choc septique, mais dans les premières 24 heures, c'est certain, eh bien, elle dépend du volume de distribution et on met toujours une posologie normo-rénale, même chez le patient anurique. Et on adaptera à la fonction rénale les antibiotiques ou tout autre médicament à partir de J2 ou J3. Donc, la premier des messages, c'est n'hésitez pas, mettez des fortes doses, des doses adaptées, et ne vous préoccupez pas de la créatinine initialement. Ce qui compte, c'est avant tout le volume de distribution. Alors, l'infectiologue vous recontacte. Il dit qu'il faudrait augmenter les posologies de vancomycine et de gentamicine, mais j'ai bien réfléchi, les deux antibiotiques sont néphrotoxiques. Et donc, on va utiliser d'autres antibiotiques, et notamment, je vous propose daptomycine et lévofloxacine. Et il vous demande d'adapter les antibiotiques si besoin, sachant que votre réanimation a permis d'avoir une créatinine de 90 micromoles par litre. Alors, première, là je vous donne l'adaptation posologique qui est reconnue notamment au niveau des néphrologues pour le lévofloxacine. Alors, sachant qu'on s'est affranchi de la dose de charge. Et je vous demande quelle est eh bien, la posologie que vous allez mettre chez cette patiente, sachant que vous partez probablement sur une posologie de pneumonie communautaire. Donc, après une dose de charge, est-ce que vous mettez 500 mg par 12 heures, 250 mg par 12 heures, 125 mg par 12 heures, 125 mg par 24 heures, ou je ne sais pas, il faut que je calcule. Alors là, je n'ai plus le... Ah, ça y est, il est reparti. N'hésitez pas, si vous voulez intervenir, mettez vos commentaires sur le chat et Boris me les transmettra parce que je ne peux pas lire le chat en même temps que je... Alors, pendant les votes, il y avait une question sur est-ce que le poids que tu donnes est le poids réel, le poids théorique, le poids ajusté. Ah, j'imagine que c'était le poids réel. C'était le poids réel, oui. Alors, on va laisser 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, vous mettez essentiellement 500 mg par 12 heures. Vous partez là-dessus.
Eh bien, peut-être. Alors, vous êtes sans doute assez, assez fort, parce que moi, je dois dire que je dois calculer. C'est pas si simple que ça, comme ça à première vue. Et je vous propose donc des éléments pour essayer de calculer et donc de s'assurer de la bonne posologie. Voilà les éléments des différents paramètres chez cette patiente. Cette patiente a une créatinine donc de 90 micromoles par litre. Elle a 62 ans, c'est une femme. Elle fait 46 kilos. On ne va pas jouer à 1 ou 2 kilos près. Elle fait une taille d'1 m 157. Elle a une créatininurie à 3600 micromoles par litre, une diurèse des 24 heures de 1300 millilitres. Donc, est-ce qu'avec ces éléments-là, pardon, vous allez changer ou non votre posologie antibiotique? Est-ce que vous mettez 500 mg toutes les 12 heures, 250, 125 par 12 heures ou bien par 24 heures? Vous avez été assez rapide pour faire les calculs. Moi, je trouve que vous êtes performant. Ou bien, vous donnez une réponse sans vraiment calculer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. 250 mg toutes les 12 heures. Eh bien, si vous utilisez les différents modes de calcul de la clairance, soit vous utilisez le mode de clairance donc calculé, ajusté en fonction du poids comme le Cockcroft, où on est à 51 millilitres minute, MDRD 56 millilitres minute, CKD EPI 59, et si vous faites l'UV sur P, eh bien vous êtes à 44 millilitres par minute par mètre carré 73. Donc vous voyez qu'il y a là des petites différences en termes de clairance, et il fallait utiliser 250 mg par 12 heures parce qu'on prend la clairance de l'UV sur P. Et ça va être mon prochain message, c'est-à-dire que lorsque vous voulez adapter une posologie de médicaments, eh bien, on vous donne généralement une adaptation à partir d'une clairance de la créatinine, et cette clairance, vous devez l'évaluer avec la formule de l'UV sur P. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir un ionogramme urinaire sur échantillon. C'est le moins mal, mais si vous l'avez sur 24 heures, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que il est incontestable que les formules de clairance de la créatinine développées par les néphrologues ne sont pas utilisables dans les cas d'insuffisance rénale aiguë, d'autant plus lorsqu'il y a effectivement des cas de dénutrition et une évolution rapide de la créatinine. Donc vraiment, c'est indispensable d'avoir une adaptation posologique à partir d'une clairance de la créatinine, et cette clairance de la créatinine doit être calculée sur l'UV sur P. Et vraiment, c'est mon deuxième message de la soirée. Alors, cette créatinine augmente, elle passe en une semaine de 90 à 320 micromoles par litre, et l'urée est à 27 millimoles par litre. La patiente a une diurèse de 460 cc par 24 heures, sur les dernières 24 heures. Les hémocultures ne poussent plus et l'ETO montre une insuffisance aortique. Bon, il est peut-être temps de l'épurer. Est-ce qu'il est vraiment temps de l'épurer, selon vous? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'il aurait fallu épurer cette patiente un peu plus tôt, avec un Delcadigo 2, ou bien
donc à un peu moins de 200 micromoles par litre, ou bien à partir de Cadigo 3, ou bien il faut épurer dès 20 millimoles par litre, ou bien on peut attendre une urgence métabolique ou respiratoire, ou on peut épurer dès à présent, car elle va avoir une indication formelle dans les quelques heures ou les quelques jours. Vous répondez, j'ai l'impression, majoritairement donc sur on peut encore attendre. On va clôturer, effectivement, on peut encore attendre. Alors, juste un point rapide sur le timing. Comme vous le savez, eh bien, il faut épurer maintenant sur des indications de défaillance rénale. Pendant quelques années, on s'est posé la question, est-ce que l'épuration extra-rénale ne permettrait pas aussi d'enlever des médiateurs de l'inflammation qui pourraient améliorer le pronostic? Eh bien, une des dernières études qui a été faite sur le sujet, celle de l'équipe de Lariboisière, a montré très clairement que les patients soient hémofiltrés à haut volume ou pas d'ailleurs pendant les 96 premières heures d'un sepsis sans nécessairement une défaillance rénale, eh bien, ne changez pas les concentrations des principaux médiateurs de l'inflammation et ça avait même sans être significative, une tendance vers quelque chose de non bénéfique. Donc, véritablement, très clairement, il ne faut pas épurer pour retirer les mauvaises humeurs ou les médiateurs de l'inflammation. Il faut attendre une défaillance d'organes. Alors maintenant, attendre une défaillance d'organes, certes, mais la grande question, c'est est-ce qu'il faut épurer tôt ou tard? Et donc, pendant quelques années, il y a eu des méta-analyses qui ont montré que tôt était sans doute un petit peu mieux que tard sur le plan de la mortalité, mais comme vous le savez, c'était principalement des études qui étaient observationnelles où personne n'avait les mêmes définitions de tôt ou tard. Alors, les études sont arrivées quelques années plus tard, à partir des années 2015, où elles sont maintenant publiées. C'est Ideal ICU, c'est Akiki, c'est Elin, c'est maintenant Startaki, mais comme vous pouvez le voir, entre tôt et tard, eh bien, il n'y a pas exactement les mêmes définitions. Et donc, c'est vrai que la comparaison entre ces études n'est pas si évidente que ça. Toujours est-il que les études françaises et l'étude canadienne n'ont pas montré de différence significative en termes de mortalité sur une stratégie tôt par rapport à une stratégie tard, mais une différence en termes d'utilisation de l'épuration extra-rénale et donc potentiellement d'effets secondaires et de coûts supplémentaires. Donc c'est vrai que maintenant, bien qu'il n'y ait pas encore de recommandations au niveau international, eh bien en tout cas en France, l'attitude est sans doute de retarder le plus longtemps possible l'initiation de l'épuration extra-rénale. Une seule étude, parce que c'est important aussi de la signaler, qui était monocentrique, et je pense qu'on vous en a parlé, allemande, qui est Elin, qui montrait une différence significative en faveur d'un bénéfice de l'épuration extra-rénale précoce par rapport à tardive. Ce qu'il faut noter aussi dans ces éléments, dans ces études, c'est que l'un des rares à avoir étudié à un peu long terme, c'est-à-dire à 12 mois sa cohorte, et qui l'a publié, c'est aussi Elin, et qui retrouvait aussi cette tendance au bénéfice de l'épuration extra-rénale précoce par rapport à la tardive. Alors, il y a sans doute des explications pour voir ces différences en termes de résultats. Il montrait effectivement dans L1 que le score MEC, qui combine, comme vous le savez, l'insuffisance rénale chronique et la mortalité, eh bien, était significative vraiment dans les différentes composantes de ce score. Alors, il y a eu
malgré tout d'autres études qui ont montré l'absence de bénéfice entre une épuration tardive par rapport à une épuration précoce par rapport à une épuration tardive, que ce soit en termes de mortalité, mais aussi en termes de devenir à long terme sur l'apparition d'une insuffisance rénale chronique. Donc vraiment, les résultats d'Hélin sont à prendre en considération, mais pour l'instant sont vraiment minoritaires en termes de résultats scientifiques au niveau mondial. Alors, moi j'aurais répondu effectivement pour l'instant la réponse 4. On peut attendre encore un peu. Il n'y a pas d'urgence métabolique, pas d'urgence respiratoire, donc on peut se permettre sans doute d'attendre encore un peu. S'il faut attendre, il faut être par contre extrêmement vigilant, et c'est là où toutes les insuffisances rénales aiguës ne se valent sans doute pas. Parce que lorsque vous avez une patiente qui commence à devenir oligoanurique, qui a sans doute une défaillance cardiaque aiguë, il faudra être très vigilant sur la balance des fluides parce que rapidement, on peut avoir une décompensation cardio-respiratoire. Et donc, il a été montré véritablement qu'une balance des fluides très positive avait un impact en termes de mortalité. Et on l'a montré aussi en termes avec une association sur l'épuration extra-rénale. Et dans ce travail, eh bien, on montrait que lorsqu'il y avait une épuration extra-rénale précoce, eh bien, sans doute qu'on avait une meilleure possibilité pour maintenir la balance des fluides à quelque chose d'à peu près stable et d'empêcher qu'elle augmente de manière inconsidérée parce qu'à ce moment-là, il faut faire des déplétions importantes. Donc, le contrôle de la balance des fluides pour les auteurs avait été rapporté, associé à une épuration extra-rénale plus précoce. Et c'est vrai que c'est un des arguments sur lesquels les experts européens dans le domaine avaient dit on n'a pas encore d'éléments factuels d'évidence-based médecine, mais néanmoins, c'est sans doute une des indications qu'il faut surveiller et prendre en compte, qui pourrait être véritablement la balance des fluides avec un retentissement respiratoire. Donc, à ce moment-là, quelle technique utilisez-vous? Hémodialyse intermittente, hémofiltration, hémodiafiltration continue? Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien, vous utilisez, vous êtes partagé et vous pouvez utiliser effectivement les deux techniques, puisque on n'a clairement pas montré sur des méta-analyses anciennes déjà à l'époque qui avaient une différence en termes de mortalité intra-hospitalière entre l'épuration extra-rénale continue et intermittente, en termes de mortalité chez les patients avec une défaillance hémodynamique, et puis aussi en termes de devenir à long terme. Mais, et donc ça a été rapporté aussi sur les dernières études qui ont été faites dans les années 2014. Mais il y a eu quelques études qui
ont soulevé quand même une question importante. Est-ce que la récupération rénale était la même, que ce soit en continu ou bien en intermittente? Et sur des cohortes rétrospectives, eh bien, on trouvait qu'il y avait des différences significatives. Plusieurs travaux montraient qu'il y avait, on avait l'impression, une différence en termes de bénéfices en faveur de l'épuration extra-rénale continue par rapport à intermittente sur la récupération. Et sans doute que un des points d'interrogation a été partiellement soulevé dans cette revue de la littérature, où on montrait bien qu'il y avait une différence significative en faveur de modalités continues lorsque les études étaient observationnelles, mais lorsque on s'attaquait aux essais randomisés, eh bien, on n'avait plus cette différence significative. Alors, si on poulait le tout, eh bien, le poids important des études observationnelles l'emportait, mais pour l'instant, sur des études d'essais contrôlés dont l'objectif n'était à ce moment-là pas la récupération à long terme, donc soyons encore prudents, eh bien, on ne retrouvait plus de différence significative. Et un des travaux qui a été réalisé par l'équipe Outcome REA et publié il y a quelques années montrait bien que l'instabilité hémodynamique n'avait pas d'influence en termes de pronostic et de mortalité et de récupération rénale, quelles que soient les modalités d'épuration extra-rénale. En revanche, alors ça, c'était le cas lorsqu'on utilisait bien entendu les recommandations de la pratique de l'hémodialyse intermittente qui ont été publiées dans les années 2000 et qui sont malgré tout pas toujours appliquées en 2021. Donc je vous rappelle que lorsqu'il y a un patient qui a une instabilité hémodynamique, qui est sous noradrénaline, eh bien, vous devez faire une connexion isovolémique avec du soluté salé isotonique. Il faut mieux programmer une concentration de sodium du bain à au moins 145 millimoles par litre, voire plus si nécessaire, une température de dialyse inférieure à 37 degrés, sans doute 2 degrés en dessous de la température corporelle, et ne pas commencer une ultrafiltration. Si vous devez absolument ultrafiltrer, dépléter le patient, eh bien, on vous propose même de faire une partie dialysa seule et puis après de découpler avec un ultrafiltrat par la suite. Donc, véritablement, il y a des précautions à prendre lorsque on utilise la technique intermittente, mais lorsqu'on applique ces recommandations, il n'y a aucun problème. Et l'équipe d'Outcome REA, par contre, trouvait qu'il y avait probablement un bénéfice à l'épuration extra-rénale continue pour un meilleur contrôle de la balance des fluides. Alors, certes, c'est une étude de base de données, mais c'est quelque chose qu'il faudra sans doute vérifier parce qu'ils ne sont pas les premiers à montrer que, de toute évidence, lorsque on utilise la technique continue, eh bien, on a l'impression, dans certains papiers, d'avoir un meilleur contrôle de la balance des fluides. Alors, lorsqu'on a une balance des fluides peu importante, pas très positive, il n'y a de toute évidence pas de bénéfice, mais lorsque on a un patient qui a pu accumuler énormément de poids à cause d'une balance des fluides très positive, peut-être qu'une technique continue avec une déplétion douce peut être là aussi intéressante. Mais ça, ces données sont incontestablement à vérifier dans le cadre d'études randomisées prospectives. Alors, si vous utilisez
une technique d'épuration extra-rénale continue, quelle anticoagulation choisissez-vous? De l'héparine, l'HBPN, du citrate, pas d'anticoagulation ou bien héparine, protamine? Alors, on va laisser encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, vous utilisez en majorité du citrate. Et c'est vraiment la technique que je recommanderais. C'est vraiment maintenant, sauf contre-indication particulière, qui est là l'intoxication à la metformine, la défaillance hépatique aiguë. Sinon, maintenant, les anticoagulations avec une technique continue doivent se faire par le citrate. Je ne vais pas vous refaire la technique d'anticoagulation par citrate, je vais juste vous donner quelques résultats qui montrent que incontestablement la vie de l'hémofiltre est multipliée pratiquement par 3 ou 4 et que c'est véritablement retrouvé dans toutes les études. Donc, ça évite la perte de la spoliation sanguine et puis aussi le coût est probablement diminué en termes de consommation d'hémophile. Donc, il faut maintenant utiliser l'anticoagulation régionale au citrate à partir du moment où vous utilisez une technique continue. Et c'est une recommandation qui a été faite dès 2012 et qui doit s'appliquer. Ça met un certain temps à s'appliquer dans toutes les réanimations françaises, mais je crois qu'on est à un peu plus de 60%. Il y a 2 ans, on était aux alentours de 60%. Peut-être qu'on a atteint 70% des patients épurés en technique continue avec le citrate. Alors, si vous utilisez une épuration extra-rénale et que vous utilisez une antibiothérapie, eh bien, vous devez connaître les éléments qui peuvent impacter sur l'épuration de ces antibiotiques par votre modalité d'épuration. Alors, est-ce que l'albumine peut jouer? Est-ce que le débit de substitution peut jouer? Est-ce que le débit sanguin peut jouer? Est-ce que la durée de la séance peut jouer? Est-ce que le poids moléculaire de l'antibiotique peut jouer? Allez, encore 5 secondes. Bien, vous répondez en majorité le poids moléculaire, mais vous avez vous avez coché probablement aussi beaucoup d'autres réponses et vous avez eu raison parce que tous ces paramètres peuvent impacter sur l'épuration de vos antibiotiques. Alors, de quelle façon? Premièrement, le poids moléculaire. La plupart des médicaments sont de faible poids moléculaire. Vous voyez, là, eh bien, on parle en poids moléculaire, en Dalton. Donc, on est à 138 Dalton. La vancomycine, qui est une grosse antibiotique, eh bien, c'est 1,4 kg Dalton. Et votre cutoff de membrane d'épuration, c'est 30 kg Dalton. L'albumine est à 68 kg Dalton. Donc, à l'état libre dans le sang, 99% des molécules de vos médicaments, qu'ils soient antibiotiques ou autres, vont être épurées par l'hémofiltre ou l'hémodialyseur. Ce sont des petites molécules. Par contre,
eh bien, une grande partie des molécules peuvent se lier aux protéines et notamment à l'albumine. Et comme l'albumine n'est pas épurée par l'épuration extrarénale, à partir du moment où un médicament est lié à l'albumine, il n'est plus épuré, quel que soit son poids moléculaire. C'est pour ça qu'il est très important de connaître la fraction libre ou qui est l'inverse de la fraction liée aux protéines. Ici, vous avez par exemple l'aciclovir, il y a 15% qui est lié à l'albumine, ça veut dire que 85% est sous forme libre. Alors que vous avez d'autres molécules, comme ceftriaxone, 90 à 95% de la molécule est liée à l'albumine, ça veut dire qu'il y a entre 10 et 5% de forme libre. Et on considère que lorsqu'on a moins de 20% de fraction libre, eh bien, il n'y a pas d'impact de l'épuration extra-rénale, ou alors il est négligeable sur votre concentration sérique. Ça veut dire que si vous injectez un médicament comme une ceftriaxone et que vous épurez le patient, eh bien, vous n'avez sans doute pas à l'adapter à l'épuration extra-rénale parce que eh bien, la concentration sérique ne va pas être impactée par l'épuration extra-rénale du fait que la ceftriaxone est liée à l'albumine qui n'est pas épurée. Par contre, si vous utilisez de l'amoxicilline, si vous utilisez de l'aciclovir, eh bien, il y a une grande partie de la molécule qui va être épurée parce qu'elle est sous forme libre. Donc, si vous débutez une épuration extra-rénale 1 heure après une injection d'aciclovir, eh bien, la grande partie de votre aciclovir va être épurée par votre épuration extra-rénale. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent jouer, notamment la charge de certains médicaments. La gentamicine a une charge positive, les céphalosporines ont une charge négative, et les hémofiltres ont aussi du fait de l'albumine qui a une charge négative, eh bien l'albumine va repousser les céphalosporines et donc va provoquer un transfert légèrement supérieur à ce qui est attendu, alors que lorsque c'est la gentamicine, eh bien, il va y avoir un phénomène d'attraction entre charge négative et charge positive. Ça a un peu d'impact véritablement pour nous. Ça peut l'avoir dans le cas de certains médicaments utilisés en chronique. Et en fait, la somme du poids moléculaire, de la fraction libre, de la charge ionique va représenter le coefficient de sieving, qui est le coefficient de tamisage. Et on va considérer les petites molécules qui ont un coefficient de sieving à 1, c'est-à-dire qu'elles passent librement la membrane d'épuration par rapport à des moyennes molécules où là, vous allez voir qu'il n'y a que 80%, non pas de passage, mais le rapport entre le plasma et l'ultrafiltrat est de 80%, c'est-à-dire que sur 100, eh bien, j'en ai 20 d'un côté et 80 de l'autre. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, vous baissez du fait que les molécules sont de plus en plus grosses jusqu'à ne plus du tout épurer. À partir de 50 kg d'actone, il n'y a plus aucune épuration. Je vous l'ai résumé ici. Les médicaments liés à l'albumine ne sont pas épurés. Mais à partir du moment où ils ne sont pas liés à l'albumine, ils vont être complètement épurés. Donc, il faut absolument que vous connaissiez votre concentration, votre pourcentage de liaison à l'albumine. Dans le cas de l'hémodialyse intermittente, il y a d'autres phénomènes aussi qui vont se passer parce que c'est une épuration rapide, intense, qui est intermittente par définition. Et on va avoir, est-ce que vous épurez le compartiment vasculaire. Et généralement, on nettoie complètement le compartiment vasculaire. Et puis, quelques heures plus tard, il va y avoir un phénomène de rééquilibration des concentrations de certains antibiotiques
qui passe du compartiment interstitiel au compartiment vasculaire. C'est ce qu'on appelle aussi un peu l'effet rebond, vous voyez, dans les cas d'hyperurémie, où lorsque vous faites un dosage duré juste après une hémodialyse intermittente, vous êtes à 10 millimoles par litre et 2-3 heures plus tard, eh bien, vous remontez à 13 ou 14. Eh bien, c'est normal, c'est l'effet rebond. Et dans le cas de l'hémodialyse intermittente, eh bien, ce qui va être important de considérer, c'est le débit sanguin. Plus vous avez un débit sanguin élevé, plus vous allez épurer. Un débit dialysat, là aussi, plus il est élevé et plus vous allez pouvoir épurer. Et la durée de séance. Si vous faites 4 heures, eh bien, vous épurez moins que 5, 6, 7 ou 8 heures. Mais ce qui est sûr, c'est que la clairance maximale ne dépassera pas 300 millilitres minute, qui est le débit maximal, en fait, qui est le débit sanguin maximal qui est possible chez les patients. Alors, dans le cadre de l'épuration extra-rénale continue, eh bien, il y a des formules qui ont été élaborées et qui prend en considération le coefficient de sieving de la molécule et le débit d'ultrafiltrant. Et donc, ça dépend aussi de la part de post-dilution et de pré-dilution. Et en fonction des différents débits, eh bien, on peut avoir une clairance théorique de la molécule. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est aussi quel est l'impact de manière générale de l'épuration extra-rénale sur la clearance d'une molécule, parce qu'une molécule peut être éliminée par voie rénale, par l'épuration extra-rénale, mais aussi par des phénomènes, une épuration non rénale, une clairance non rénale, une clairance hépatique. Et donc, on considère qu'une fraction extracorporelle supérieure à 25% a un impact, mais lorsque cette fraction extracorporelle est inférieure à 25%, il n'y a pas d'impact. Et donc, eh bien, les modalités de clairance sont plus importantes effectuées par d'autres organes comme le foie. Donc, les éléments à retenir pour votre adaptation posologique lorsque vous avez un patient sous épuration extra-rénale, c'est de voir si vous avez un poids moléculaire supérieur à 30 kg d'altol. Moi, j'en ai jamais vu, mais il faut vous intéresser à celui-là. Quelle est la fraction libre? Est-ce qu'elle est inférieure à 20% ou non? Et quelle est la fraction extracorporelle de la clairance? Si il n'y a pas d'impact lorsque vous avez un poids supérieur à 30 kg d'Alton, une fraction libre inférieure à 20%, une fraction extracorporelle inférieure à 25%. Donc, vraiment, retenez ma liaison à l'albumine, le volume de distribution qui va modifier aussi vos répartitions, notamment en termes de fraction libre, et l'excrétion, est-ce qu'elle est hépatique, est-ce qu'elle est urinaire ou endothéliale. Alors, tout ça est assez théorique et c'est vrai qu'il y a un collègue qui vous transmet un papier qui a permis de relativiser beaucoup les choses et je vous transmets tout de suite les résultats de ce papier qui est d'une équipe hollandaise qui a beaucoup travaillé sur l'épuration des médicaments en technique continue. Et comme vous le voyez, eh bien, entre la clairance observée et la clairance prédite, prédite selon les formules que je vous ai données, eh bien, on avait été un petit peu déçus parce qu'on devrait avoir normalement une droite qui est vraie diagonale, et alors que là, eh bien, vous vous apercevez qu'elle est plutôt horizontale, et donc les auteurs ont considéré que les formules qu'ils avaient utilisées étaient sans doute pas tout à fait en relation avec les clairances qui étaient observées, qu'ils avaient peu mesurées en utilisant les mesures
les concentrations dans les hémofiltres et les concentrations sanguines. Et ça pouvait être probablement expliqué par différentes choses. La première, c'était l'albuminémie, parce que comme vous le savez, l'albuminémie d'un patient de réanimation n'est pas celle du patient du volontaire sain. Or, les liaisons qui sont à l'albumine qui sont données dans le Vidal ou dans les traités de pharmacologie sont celles réalisées sur volontaire sain. Il n'est pas du tout sûr que lorsque vous perfusez, si jamais vous perfusez de l'albumine, eh bien, l'albumine perfusée a les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés de transport des médicaments. Et puis, il y a aussi les phénomènes de saturation de la membrane, parce que ces clérances ont été réalisées sur les 24 premières heures. Or, on sait qu'au bout de 48-72 heures, il y a des phénomènes de saturation avec des tailles de pores qui sont diminuées et probablement une qualité de l'épuration qui est diminuée. Et ça, c'était réellement important lorsqu'on avait des anticoagulations à l'héparine. Maintenant qu'on utilise le citrate, eh bien, il faudrait refaire ces mêmes études pour savoir s'il y a eu autant d'impact que ça sur les phénomènes d'épuration des médicaments. En tout cas, il est incontestable que ce qui est recommandé malgré tout, c'est d'avoir des dosages d'antibiotiques le plus possible. Un patient pour lesquels c'est très important d'avoir des antibiotiques à une bonne concentration parce qu'il a une endocardite, eh bien, je vous recommande fortement d'avoir une adaptation posologique aussi en fonction du dosage que vous pouvez faire au niveau sérique. Et même si vos établissements ne le font pas de manière routinière, eh bien, vous pouvez demander à le faire. Partout en France, maintenant, on dose pratiquement tous les antibiotiques. Simplement, parfois, le retour est un peu long. Il peut mettre une semaine. Alors, c'est sûr que pour le traitement d'une pneumopathie, eh ben, ça n'a pas vraiment un intérêt, mais le traitement d'un NPM ou d'une endocardite, de certaines cellulites, d'une médiastinite, incontestablement, ça peut avoir un intérêt. Et mes dernières questions, c'est sur quels critères pouvez-vous arrêter l'épuration extra-rénale? Est-ce que vous allez utiliser des critères de diurèse, de créatininémie, d'urémie, de clearance de la créatinine ou de concentration d'urée urinaire? Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Essentiellement la diurèse. Mais écoutez, ce n'est pas du tout une mauvaise réponse, puisque la plupart des réanimateurs utilisent effectivement le critère de diurèse pour arrêter une épuration extra-rénale. Il y a eu pas mal de littérature sur l'initiation de l'épuration extra-rénale. Il y en a beaucoup moins sur l'arrêt de l'épuration extra-rénale, le sevrage. Alors, il y a eu nombreuses études qui ont évalué les méthodes, les modalités de l'épuration extra-rénale. Et lorsqu'on regardait dans les papiers comment on arrêtait, eh bien, vous voyez, c'était parfois laissé à la discrétion du docteur. On utilisait la diurèse sans véritablement de chiffres précis. Ou bien on utilisait les clérances de la créatinine sur 6 heures avec un UV sur P sur 6 heures à partir du moment où on avait 20 millilitres minute. Et puis, certains utilisaient 400 millilitres par 24 heures ou bien 1000 ou 2000 millilitres par 24 heures. Et effectivement, il y a quelques papiers qui ont été faits. L'un qui fait toujours référence, et vous voyez, il a plus de 10 ans, c'est celui du Chino,
qui sur une cohorte d'une étude, donc c'est une étude ancillaire, hein, c'est une étude prospective, observationnelle, multicentrique, mais l'objet de l'étude n'était pas celui-ci initialement. Eh bien, il a repris les données et il a trouvé que là où on avait une meilleure AUC sur un sevrage d'épuration extra-rénale, j'allais dire, abouti et qui aboutissait à un succès de ce sevrage de l'épuration extra-rénale, c'est-à-dire sans devoir reprendre une nouvelle épuration quelques jours plus tard, eh bien, c'était lorsqu'on avait une diurèse spontanée d'au moins 436 millilitres par 24 heures. Et lorsqu'on utilisait des diurétiques, eh bien, c'était 2 litres 300. Et puis, on s'est intéressé aussi peut-être à la qualité des urines parce que les néphrologues le savent bien, il n'y a pas que la diurèse qui compte, il y a la qualité de l'urine et le rein, eh bien, son principal objectif, ça va être de concentrer les déchets toxiques dans 1 litre, 1 litre 5, 2 litres d'urine par 24 heures. Et donc, la philosophie, c'était de se dire, plus on arrivait à concentrer les urines et probablement que plus le rein recommençait à fonctionner correctement. Et ça a été vraiment l'idée de 2 équipes à Clermont-Ferrand et à Montpellier, où on est arrivé sur des résultats très proches, où on montrait que effectivement, lorsqu'on avait une concentration d'urée urinaire sur 24 heures qui était de 1,35 millimoles par kilo par 24 heures, ou bien lorsque l'équipe de Montpellier montrait une créatininurine supérieure à 5,2 millimoles par 24 heures, on avait probablement un taux de succès d'arrêt de l'épuration extra-rénale qui était meilleur. Donc, on va essayer de montrer de manière prospective que ces études qui étaient observationnelles, rétrospectives, eh bien, pourraient être intéressantes pour sevrer une épuration extra-rénale parce que, comme vous le savez, il y a une littérature importante sur le sevrage de la ventilation mécanique, mais une autre suppléance d'organes qui est l'épuration extra-rénale, eh bien, on a encore beaucoup de points d'interrogation. Donc, moi, j'aurais mis que la diurèse était une bonne réponse, la clairance de la créatinine, et puis peut-être aussi une concentration d'urée urinaire. Plus elle est augmentée, ou bien de créatinine urinaire, et plus on a des chances que le rein récupère. Alors, en conclusion, eh bien, l'épuration extra-rénale, elle se fait sur une défaillance rénale et non pas sur l'épuration de cytokines septiques ou inflammatoires. Il faut sans doute la discuter à partir de Cadigo 3. L'attente n'est probablement pas délétère, mais il faudra sans doute faire vraiment attention au contrôle de la balance des fluides. Et dès qu'on sent qu'on ne le contrôle plus, il ne faudra pas tarder parce que sinon on va prendre du retard dans le sevrage, ne serait-ce que le sevrage ventilatoire. Les modalités n'ont pas d'impact. Si vous utilisez une modalité continue, utilisez le citrate. Et lorsque vous voulez arrêter, eh bien, posez-vous la question de la diurèse et puis des marqueurs urinaires. Donc, n'hésitez pas à faire des ionogrammes urinaires, y compris chez les patients qui sont sous épuration extra-rénale. À partir du moment où ils reprennent une diurèse, vous pouvez utiliser le ionogramme urinaire. Les posologies, 2 mots. Initial, toujours normorénal, puis on l'adaptera avec une clairance de la créatinine selon l'UV sur P. Si on utilise ces médicaments dans le cadre d'une épuration extra-rénale, il faudra regarder la liaison à l'albumine, le volume de distribution et les excrétions urinaires ou hépatiques du médicament. Mais n'hésitez toujours pas à faire des dosages d'antibiotiques et même si on vous dit que parfois ça peut mettre un peu de temps, ça rend souvent service. Et je vous rappelle que vous, eh bien, votre objectif, ça va être de garder une concentration, notamment d'antibiotiques, mais de médicaments supérieure au seuil thérapeutique, mais inférieure au seuil toxique,
Et il va falloir constamment vous adapter, notamment à la fonction rénale. Lorsqu'il y aura une défaillance rénale, il faudra sans doute diminuer les concentrations d'antibiotiques. Vous allez mettre une épuration extra-rénale en place, et ben peut-être que vous allez devoir augmenter parce qu'une partie de votre médicament va être épurée, et puis vous allez l'arrêter. Alors, on ne sera peut-être pas aussi efficace que l'épuration, donc il faudra peut-être rediminuer. Et puis, votre rein récupère, et bien, vous l'accompagnez pour réaugmenter votre antibiothérapie. Tout ça, eh bien, c'est fait pour rester vraiment dans cet index thérapeutique qui est parfois étroit. Alors, en réanimation, moi, mon expérience, c'est de dire que sur la balance bénéfice-risque, eh bien, plutôt privilégier le surdosage que le sous-dosage, parce que le sous-dosage, vous n'avez pratiquement aucune chance de résoudre l'étiologie et notamment la cause du sepsis. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Alexandre. C'était extrêmement clair et plein de bon sens et d'évidence-based medicine en même temps. C'était vraiment super. J'ai quelques questions parmi les étudiants. Je vais essayer de te les grouper par thème. Une première question sur les explos physio et la relation entre UV sur P et ce qui pourrait être fait au laboratoire d'exploration fonctionnelle urinaire. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen d'estimer le DFG chez nos patients de soins critiques? Alors, oui, c'est le plus simple. Après, il y a d'autres façons d'utiliser, d'évaluer la clairance rénale en injectant des marqueurs comme le Yoexol qui se fait. Et il faut avoir quand même une certaine expérience, mais je sais que l'équipe d'Angers, de Tours et maintenant d'autres équipes le font. Il faut quand même avoir un laboratoire qui puisse faire ce type de dosage. Donc, ça ne se fait pas partout. Ça a un coût. Et puis, on ne peut pas le faire tous les jours non plus. Alors que la clairance de l'UV sur P, eh bien, ça coûte vraiment pas cher et vous pouvez la faire tous les jours durant toute la durée du séjour en réanimation. Donc, vraiment, c'est quelque chose de simple et qui est utilisable au quotidien. Ensuite, une question de vocabulaire sur la signification du débit de substitution. Ah, débit de substitution, c'est le débit d'ultrafiltrat. En épuration extra-anale continue, on va définir le débit de substitution d'ultrafiltrat par rapport au débit de déplétion. Alors que dans l'hémodialyse intermittente, eh bien, on parlera d'ultrafiltrat ou d'ultrafiltration, pardon, c'est la perte de poids. La déplétion et l'ultrafiltration pour l'hémodialyse intermittente, c'est la perte de poids. Par contre, le débit de substitution ou bien le débit d'ultrafiltrat, c'est le remplacement. Donc, il n'y a pas de perte de poids sur les modalités continues. Merci. Encore une question sur comment est-ce qu'on calcule ou on anticipe la dose de dialyse adéquate chez un patient de soins critiques. Comment est-ce qu'on fait en pratique pour prescrire, j'imagine, c'était ça le sens de la question, la dose de dialyse adéquate? Eh bien, maintenant, on a des outils pour évaluer en hémodialyse intermittente la dose de dialyse, qui est la dialysance ionique. Cette dialysance ionique va permettre d'évaluer, d'avoir une estimation relativement fiable de la dose de dialyse, et les néphrologues évaluent cette dose de dialyse par le KTV, qui est une composante entre le coefficient d'épuration, le temps de la dialyse et le volume de distribution de la molécule. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un KTV d'au moins 1,2, 1,4 par séance. Voilà.
Sachant que après, vous pouvez très bien regarder au bout de 4 heures quel est votre KTV estimé ou calculé maintenant par la dialysance ionique. Et si vous êtes inférieur à 1,2, eh bien, vous pouvez rajouter encore une demi-heure, une heure d'épuration pour atteindre votre objectif. Il y a quelques services qui font ce type de modalités d'évaluation et de prescription. Bon, voilà, il faut quand même bien maîtriser la machine d'hémodialyse intermittente, mais c'est possible. Très bien. Et une dernière question de Erwan qui demande une confirmation. Est-ce que en intermittent d'un côté et en continu de l'autre, on peut faire à la fois de la convection et de la diffusion, c'est-à-dire de la filtration et de la dialyse? Alors, oui oui, mais oui, puisqu'on peut faire effectivement la diffusion, c'est la technique d'hémodialyse intermittente. On ne va pas utiliser la convection pour l'hémodialyse intermittente, mais il y aura un gradient de pression pour faire une perte de poids. Alors que dans la technique continue, on pourra utiliser la diffusion lorsqu'on utilise la technique d'hémodialyse et l'hémofiltration qui est la technique de convection. Donc, si on combine les deux, l'hémodiafiltration, eh bien, vous faites de la diffusion et de la filtration. Si vous faites que de l'hémofiltration, vous faites que de la convection, et il y a certains hémodialyses continues, et ça se fait notamment avec le citrate, et là, vous utilisez que la technique de diffusion. Mais pendant des années, on a utilisé l'hémodiafiltration qui combinait les deux techniques en continu. Pour la technique intermittente, vous n'épurez qu'en diffusion. Il n'y a pas de convection pour épurer. Bien, merci encore Alexandre, c'était vraiment super. Merci également aux nombreux étudiants d'avoir été présents et d'avoir été interactifs avec le chat. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt. Merci Au beaucoup, revoir Boris. Alexandre. À bientôt. Bonne soirée à tous.